Bonsoir à tous. Alors, on a montré la semaine dernière l'importance considérable que prenaient les Lévi'im dans le livre de Bamidbar, en particulier au début du livre de Bamidbar. Et on était resté quand même avec certaines questions importantes qu'on gardera pour d'autres fois. Ce qui m'intéresse ici, c'est de réfléchir à la manière dont le livre est organisé avec, rappelez-vous ce qu'on avait déjà essayé de montrer, très simplement, hein, que le livre de Bamidbar commence par le conte des enfants d'Israël et on a une date précise. Donc c'est le début du deuxième mois de la deuxième année. Donc dans notre langage à nous, donc c'est le premier Iyar. Et la suite du livre de Bamidbar, on n'a pas de date tout de suite. On va en avoir une dans la Sidra de cette semaine, dans Béalotra. Donc je reprends, on a Bamidbar, on a une date, c'est le conte des enfants d'Israël qui commence. Donc cette date-là, c'est le début du deuxième mois de la deuxième année. On va avoir une date dans la Sidra de Béalotra, puisqu'on va nous donner la date du départ des enfants d'Israël. Ça va être le 20 de ce même mois, donc le 20 Iyar. Donc, on a 20 jours, d'une certaine façon, entre le début de ce compte et le départ. Maintenant, quand on observe à l'intérieur, entre ces deux textes, on a des dates qui sont en vérité préalables. Une date qui est également donnée, clairement, c'est le début du premier mois de la deuxième année, c'est-à-dire un mois avant, c'est la Sidra de cette semaine, puisqu'on va nous parler du Korban Pessah. On va dire qu'Hachem a parlé à Moshe dans le désert du Sinaï pour lui ordonner les lois du Korban Pessah, et les enfants d'Israël vont faire le Korban Pessah. Certaines personnes sont tamées, sont impures, donc on va aller voir Moshe, et donc on va recevoir les lois du Pessah Sheni, du Pessah qui vient de rattrapage d'une certaine façon pour ceux qui étaient impurs, et qui aura lieu donc le 15 du mois de Iyar. Donc je reprends, on a le début du Bamidbar avec le premier jour du deuxième mois de la deuxième année. On a le premier jour du premier mois de la deuxième année, donc un mois avant dans la Sidra de cette semaine. Et après cela, on va avoir donc le 20e jour du deuxième mois. Et si on prend la Sidra de Nassau, celle de la semaine dernière, on a des mitzvot qui, elles, ne sont pas datées. Et puis on a un événement pour lequel on n'a pas une date de calendrier, mais on a malgré tout une façon de déterminer plus ou moins le moment où ça s'est produit. C'est la Chanoukat HaMizbeach, ce qu'on appelle ici donc Chanoukat HaMizbeach, l'inauguration du Mizbeach. Et cette inauguration du Mizbeach, logiquement, de ce que l'on sait, hein, il n'y a pas de raison d'aller imaginer des choses incroyables, a priori de ce que l'on sait, Chanoukat HaMizbeach, il y a deux possibilités, ça va dépendre des commentateurs. L'opinion la plus connue, c'est celle de Rashi, qui considère que Chanoukat HaMizbeach a eu lieu le premier jour du premier mois de la deuxième année, donc là encore, donc c'est comme dans la Sidra de Béalotra, quand Hachem va parler à Moshe pour lui parler du Korban Pessah, eh bien le même jour a commencé Chanoukat HaMizbeach et ça a duré 12 jours, les 12 princes, chaque jour ils ont terminé, donc du 1er au 12 du mois de Nissan. Donc là aussi, donc déjà là, on aurait donné une date qui précède par rapport à la date du début du livre de Bamidbar. D'après une autre opinion, l'opinion du Ramban, le Chanoukat HaMizbeach a commencé le 8 Nissan, donc ce serait donc du 8 jusqu'au 20 Nissan. Mais là encore, ce serait aussi une date qui précède par rapport au début du livre de Bamidbar. Donc, on a le livre de Bamidbar qui ne respecte pas la chronologie de manière précise. On est dans des dates qui sont proches. Hein. On est la deuxième année entre le premier et le deuxième mois. C'est pas plus que ça. Hein. Mais malgré tout, on commence par un événement du début du deuxième mois et on le fait suivre par des événements du premier mois. Alors, on ne va pas étudier ça dans les détails, ça c'est plus une étude de la Sidra de Bamidbar et de la Sidra de Nassau ensemble. On étudie autre chose la semaine dernière sur Nassau, le rôle des Lévi'im. Pour faire très simple, ce qui justifie cette non-chronologie, c'est que le sujet principal du livre de Bamidbar, c'est l'organisation des enfants d'Israël. On est en train de les organiser autour du Mishkan et les préparer à partir. Ça va être effectivement, donc je vous ai dit, le 20e jour du deuxième mois de la deuxième année, la Sidra de cette semaine. Donc on est dans des préparatifs. Ces préparatifs sont de différents ordres. Il faut que les Lévi'im soient autour du Mishkan, il faut que le Mishkan soit entouré par les enfants d'Israël, il faut fabriquer des trompettes, il y a toutes sortes de choses, il y a un conte. Tout cela, ce sont des préparatifs. Préparatifs pas au sens où nous on entend généralement préparer ses bagages, évidemment, c'est-à-dire des questions qui sont essentiellement liées à l'organisation du peuple. Et avant de partir, c'est très important, le Korban Pessah. C'est comme une sorte de date repère. On sort d'Égypte avec Korban Pessah.
il y a une sorte de rendez-vous très important. Il faut qu'on ait passé un Pessah dans le désert d'une certaine façon dès que le Mishkan est construit. Donc il y a le repère Korban Pessah pour la sortie d'Égypte, le repère Korban Pessah au pied du mont Sinaï avec le Mishkan. Et logiquement, on a de très fortes raisons de penser que le troisième Korban Pessah serait en Eretz Israël. Donc voilà les 3 Korban Pessah. Il va avoir lieu ce Korban Pessah qui va être celui d'être repère de l'entrée en Eretz Israël, mais ce ne sera pas l'année suivante, ce sera donc 39 ans plus tard. Effectivement, ça va se passer au mois de Nissan. Donc on a ici 3 Korban Pessah qui normalement auraient dû être suivis, celui d'Égypte, celui de la construction du Mishkan et celui de l'entrée en terre d'Israël. Donc on est dans les préparatifs. Ces préparatifs sont liés à l'organisation du peuple autour du Mishkan. Alors, le terme préparatif est tellement large qu'on pourrait remonter beaucoup plus haut et dire que sortir d'Égypte, c'est aussi un préparatif, recevoir la Torah, c'est aussi un préparatif, construire le Mishkan, c'est aussi un préparatif, recevoir les mitzvot, l'ensemble des mitzvot du Sefer Vayikra, ce sont aussi des préparatifs pour pouvoir enfin se mettre en route pour aller vers la terre d'Israël. Et elle-même, cette route-là, c'est un préparatif pour l'entrée en Eretz Israël. Donc, d'une certaine façon, quand je dis que c'est préparatif, c'est vrai, mais en même temps, c'est un terme trop large pour permettre de délimiter précisément le sujet de ce qui précède le départ des enfants d'Israël dans la Sidra de Béalotra. Donc, pour essayer donc de délimiter plus précisément, les préparatifs qui sont ceux du livre de Bamidbar avant de partir, et qui sont spécifiques au livre de Bamidbar, sont liés essentiellement au peuple, aux hommes. Je reprends ici le cours que j'ai fait il y a 2 semaines sur le compte des enfants d'Israël, l'importance du compte. Compter les enfants d'Israël, c'est de manière physique créer à travers le peuple d'Israël le lieu de la présence d'Hachem, comme on l'avait fait également à travers les objets du Mishkan et la construction du Mishkan, comme on l'avait fait avec les mitzvot, avec les mitzvot qui allaient jusqu'à la Shemitah, le Yovel. Donc il y a différents aspects à ce qui va permettre la présence d'Hachem. Un de ces aspects-là, un de ces éléments-là, c'est le peuple. Donc tout ce qui va toucher au peuple, et donc dans son organisation, dans sa façon de se placer et de se mettre en marche, et ça c'est très important, la marche ici va jouer un rôle considérable, dans quel ordre ils vont marcher, à quel endroit du peuple, entre quelles tribus vont se situer les différents éléments du Mishkan qui sera déconstruit, je ne vais pas dire démonté, hein, ici il sera déconstruit, désarticulé d'une certaine façon et porté par les différentes familles de Lévi'im. Donc le Mishkan a une forme au moment où il campe, il a une forme également, une certaine vie, on pourrait dire d'une certaine façon, lorsqu'il est en marche avec un emplacement précis des tribus, un emplacement précis des différents éléments du Mishkan. Et tout ça joue un rôle considérable, ça va permettre la persistance de la présence d'Hachem. Le vrai sujet, c'est cela. Le véritable enjeu, c'est cela. Depuis le jeudi de la sortie d'Égypte, avec le don de la Torah, avec la construction du Mishkan, avec les mitzvot, et maintenant avec l'organisation du peuple, c'est faire en sorte qu'Hachem, qui était en haut sur sa montagne, d'une certaine façon du Sinaï, Hara Elohim, descende. Yered, Hachem est descendu au moment du matin de Torah, et cette descente-là, qu'elle ne soit pas suivie d'une remontée, qu'Hachem, une fois qu'il est descendu sur terre, reste sur terre. Et le peuple d'Israël a ce rôle-là, d'être le véhicule d'Akadosh Baruch Hu à travers, on l'a dit, donc les différents éléments, le Mishkan de manière physique, l'ensemble des mitzvot à l'intérieur du Mishkan et dans la société tout entière, et maintenant, de manière plus large, le peuple d'Israël. Il restera, le dernier élément à construire, ce sera la terre elle-même, la terre d'Israël en tant que société, en tant qu'État, en termes politiques également à construire dans le même ordre d'idées. Mais là, on n'y est pas encore. Donc je reviens au début du livre de Bamidbar. On est dans de l'organisation, dans de la préparation, dans une façon de mettre en place ce peuple-là. Et donc pour cela, il va y avoir différentes tribus organisées selon un certain ordre, et puis la place tout à fait particulière des Lévi'im. Voilà un petit peu le début de la Sidra de Bamidbar, le début de la Sidra de Nassau. Avec la Chanoukat HaMizbeach qui nous est décrite ici, Chanoukat HaMizbeach, c'est-à-dire l'inauguration du Mizbeach, il faut aussi se poser la question, quel rôle ça vient jouer dans tout ce qu'on vient de dire là. La Chanoukat HaMizbeach, si la Torah avait été écrite comme une histoire simplement, si c'était l'aspect récit qui était important, elle aurait trouvé sa place au même endroit que les Shiva Yemim Milouim, que les 7 jours de Milouim, qui était l'ordination des Kohanim. C'est là-bas que pour la première fois les Kohanim ont été Kohen, donc c'est là-bas pour la première fois que le Mizbeach a été utilisé, donc c'est là-bas que normalement aurait dû être décrite cette Chanoukat HaMizbeach.
Alors, ça a été dit dans le livre de Veikra, et ça aurait pu trouver sa place d'ailleurs à la fin du livre de Shemot aussi. Là-bas, à la fin du livre de Shemot, une fois que le Mishkan est construit, on aurait pu raconter cette Hanoukat Mizbeach. Ça n'a pas été fait. On voit que la Torah détache les différents aspects du même récit, de la même histoire, hein, qui est l'inauguration du Mishkan. On a une inauguration du Mishkan qui a été celle du livre de Shemot, avec la nuée qui est descendue. On a une inauguration du Mishkan qui est celle du livre de Bamidbar, avec le feu qui est descendu. Est-ce que c'est le même jour ou est-ce que c'est 8 jours d'intervalle? Peu importe, ça reste ici un ensemble qui est l'inauguration du Mishkan qu'on aurait pu raconter ensemble. Et on a une autre inauguration du Misbéar précisément, qui est racontée dans le livre de Bamidbar. Dans le livre de Bamidbar, le lien est cité de manière très précise, de manière très forte. Et vous reconnaîtrez à cet endroit-là, comme on l'a montré en différents endroits, quand la Torah fait exprès de répéter des choses qu'elle a dites en faisant une sorte d'accroche très précise avec un autre texte, c'est bien pour nous dire la chose suivante: vous devez compléter l'autre texte avec ce qui est écrit ici. Vraiment, et vous aurez une image plus complète. Là vraiment, c'est très très clair. On va le voir dans le texte, qu'on fait en sorte véritablement de compléter ce qui manque en disant, voilà, je vais reprendre des mots, je vais reprendre des expressions qui appartiennent à notre texte pour dire ce que vous lisez ici aurait pu avoir sa place, a eu sa place historiquement, aurait pu avoir sa place au niveau de la façon de raconter dans un autre endroit. Mais on a voulu séparer. Donc il restera à poser la question, pourquoi est-ce que ça a été séparé? On ne va pas s'attarder longtemps sur la Hanoukat Mizbeach. Ce qui m'intéresse, c'est d'arriver évidemment à la Sidrat Be'alotra juste après. Alors, je vais vous montrer en tout cas pour la Hanoukat Mizbeach. C'est un texte qui est long, puisqu'on le sait, c'est le fameux texte qui est très répétitif, où on nous raconte tous les sacrifices et les cadeaux qu'ont offert les Nessim, les princes d'Israël. Il y a une introduction à ce texte-là, il y a une conclusion à ce texte-là, ce qui fait que c'est vraiment très, 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 très long. Alors, je vais vous montrer plutôt comme ça, voilà. Regardez comment c'est introduit, chapitre 7 du livre de Bamidbar, donc c'est dans la Sidra de Nassau. Vahi beyom kalot Moshe lakim et Mishkan. Et ce fut lorsque Moshe eut terminé d'ériger le Mishkan, et les expressions kalot Moshe, c'est exactement, c'est un renvoi précis au livre de Shemot, Vayichal Moshe, Moshe a terminé, qui est une sorte de parallèle avec Vayichulu Hashemayim be'aretz, quand les cieux et la terre ont été terminés. Donc Vahi beyom kalot Moshe, le fait de réutiliser le même langage, c'est une façon de dire, ayez en tête, lecteur, le texte du livre de Shemot, où Moshe a terminé de construire le Mishkan, de l'ériger. Une fois qu'il a été construit, il a érigé. Et donc on va faire exprès de répéter ce qui s'était passé, et il l'avait oint, Kadesh Oto, et il l'avait consacré, Kolkelav ainsi que tous ses ustensiles, Misbeach ainsi que l'autel, Kolkelav et tous ses ustensiles. Kadesh Otam, il les avait oints, il les avait consacrés. Donc voilà ici le moyen qu'a le texte de recoller avec un autre texte, en disant, en reprenant vraiment mot à mot les expressions qui appartiennent au livre de Shemot, les chalot terminés, les hakim érigés, oindre, consacrés, et les différentes choses, le mishkan et ses kelim, le misbeach et ses kelim, tout cela, c'est véritablement une sorte de rappel du livre de Shemot, comme si on introduisait le texte qui va suivre à l'intérieur du livre de Shemot, mais en ayant fait le choix justement de l'avoir extrait pour le mettre dans le livre de Bamidbar. Alors, le texte est en train de nous dire la chose suivante. Dans ce qui avait déjà été raconté, qui était la Hakamat Mishkan, donc le fait que ce Mishkan ait été érigé, la l'onction de ce Mishkan, tout cela, des choses qu'on a déjà dites, eh bien la Torah est en train de me dire, il y avait une chose que je ne vous avais pas racontée. C'est vraiment comme cela que le texte est écrit ici. Hein. Voilà ce qui n'avait pas été écrit. À ce moment-là, lors de cette chose que tu connais bien, toi lecteur, eh bien, Israël, les princes d'Israël se sont approchés, eux les chefs des maisons paternelles. Eux les chefs des tribus, ceux qui se sont tenus pour le compte dont on a parlé au début du livre de Bamidbar, ce qui prouve bien que nos textes sont dans l'ordre, même si ce ne sont pas dans un ordre chronologique, ils sont malgré tout dans l'ordre, puisqu'on ne peut pas parler de ceux qui se tenaient sur les comptes si on n'avait pas dit le texte des comptes préalablement. Donc les princes d'Israël se sont approchés lors de cette érection du Mishkan. On était en train de le monter, on avait oint, et bien à ce moment-là, il s'était passé quelque chose qui n'a pas été raconté. Les princes d'Israël se sont approchés. Qui? Et de manière assez étonnante, quels princes? Non pas les princes que nous connaissions dans le livre de Shemot, donc on aurait pu supposer, ceux dont on avait parlé dans le livre de Shemot, les chefs d'Israël, c'était ceux qui avaient offert là-bas les pierres. Eux aussi étaient venus pour offrir,
comme ici, d'ailleurs, regardez la ressemblance, mais c'était avant que le Mishkan soit construit. C'était lorsqu'on avait demandé de construire le Mishkan, et bien tout le monde était venu amener, et eux aussi étaient venus amener. Mais qui étaient les princes là-bas? C'était ceux qui représentaient les 12 tribus, Lévi compris, et Ephraim et Ménaché ne formant qu'une seule tribu, Yosef. Donc ils avaient amené les pierres qui allaient servir au Choshen, et sur ce Choshen, il y avait donc les 12 noms des enfants d'Israël. Et bien là, on retrouve des princes, mais qui ne sont pas les mêmes. Alors c'est peut-être les mêmes personnes pour certains d'entre eux, on ne sait pas, parce que ceux qui ont amené les pierres, on ne les connaît pas, leur nom n'a pas été donné. Mais il ne s'agit pas des mêmes, parce qu'ici, on a Ephraim et Ménaché qui sont deux princes, et Lévi qui n'amène pas. On avait dit cela la semaine dernière. Quand on lit cela au début du livre de Bamidbar, au tout début du livre de Bamidbar, que dans le conte des enfants d'Israël, ceux qui viennent pour accompagner le conte sont des princes d'Israël, Ephraim et Ménaché séparés et Lévi mis à part. Et c'est quelque chose qui est tout à fait surprenant, inattendu, même si on se rappelle un petit peu la bénédiction de Yaakov. On ne se doute pas que ça va prendre cette forme-là, puisqu'on n'avait pas été préparé à cela dans les livres précédents. Eh bien, ces princes-là viennent au moment où le Mishkan est érigé, au moment où le Mishkan est oint et que le Misbéach est oint et qu'il est consacré. C'est quoi l'idée ici? C'est tout simplement de dire, puisque tout est prêt, voilà, il faut faire quelque chose, on ne va pas le laisser vide. Il faut l'utiliser d'une certaine façon, il faut l'inaugurer avec les premiers corbanotes. Cette façon de faire, d'inaugurer avec les premiers corbanotes, on la connaissait sous une toute autre forme, qui étaient les corbanotes que les Kohanim avaient fait lors de leur propre intronisation, leur propre ordination dans la Sidra de Shmini. Là, on parle de l'aspect peuple d'Israël de l'inauguration. Ça rejoint ce que je vous avais dit au départ. Le livre de Bamidbar a pour objet, précisément au début, de parler de l'organisation du peuple d'Israël, la nation, les tribus justement, et pas les Kohanim, et pas les objets eux-mêmes. Le Mishkan a déjà été construit, les mitzvot ont déjà été donnés, les Kohanim, on en a déjà beaucoup parlé. Ce dont on parle essentiellement, c'est le peuple. Comment ce peuple est organisé, comment ce peuple devient lui-même le véhicule de la Shrina, le lieu de la présence de la Shrina, avec tout ce qui a été dit précédemment. On est dans une histoire qui s'écrit par strates. On a parlé du Mishkan, on a parlé des mitzvot, maintenant on parle du peuple lui-même qui va accueillir Hachem. Vous allez voir à quel point c'est vrai. C'est eux qui viennent et qui veulent faire quelque chose. Faire quelque chose, vous allez voir, ce n'est pas juste offrir des sacrifices, qui est une forme d'inauguration. C'est offrir des cadeaux. Or, tous les cadeaux qu'offrent les Nessim, ce sont précisément des réceptacles. Regardez, on va le lire en français rapidement. Ils présentèrent pour offrande, et on commence par cela. Remarquez qu'on ne commence pas par les sacrifices, on se serait attendu plutôt qu'on commence par les sacrifices. On commence par leurs cadeaux, comme quoi c'est l'essentiel. Ils présentèrent pour offrande devant l'Éternel 6 voitures litières. C'est un petit peu étonnant comme expression, enfin, c'est 6 charrettes si vous voulez, et 12 bêtes à cornes. Les bêtes à cornes, les 12 bêtes vont servir à tirer ces charrettes, donc il s'agit de porter, d'être un véhicule, véritablement. Une voiture par 2 filarques, par 2 princes, un taureau par filarque, et ils les amenèrent devant le tabernacle. Vous remarquerez ici, très simplement, que chaque taureau représente le Nassi, et le Nassi représente la tribu. Donc on a les 12 taureaux qui représentent les 12 tribus d'Israël qui tirent 6 charrettes qui portent le Mishkan. Donc on est dans, ici, clairement, l'idée d'offrir des objets et des animaux qui vont porter le Mishkan et qui vont le transporter et qui vont le véhiculer d'un endroit à l'autre. Rappelez-vous, quand on avait parlé du Aaron, on avait déjà amorcé cette idée. Le Aaron, il y a 2 kérouvim qui, de manière imagée, portent Hachem. On dit qu'Hachem il est Yoshev à kérouvim. Le Aaron est lui-même sur les kérouvim sont eux-mêmes sur le Aaron qui ont des badim qui font partie de l'objet. Ces badim, c'est un élément intrinsèque de l'objet qui représente encore quelque chose qui est porté et qui est porté par les Lévim. Donc les Lévim portent le Aaron qui porte les kérouvim qui portent Hachem. Donc le véhicule d'Hachem, c'est les Lévim. Mais eux-mêmes, les Lévim, on va le voir, seront portés par les béné Israël eux-mêmes. En l'occurrence ici, sont portés par le Aaron sera porté directement par les Lévim à main nue, alors que le reste du Mishkan sera porté par ces taureaux. Alors c'est vrai déjà pour ces véhicules au sens propre, mais ça va être vrai également pour les autres objets, puisque quand ils vont offrir les sacrifices, ils ne vont pas faire qu'amener les sacrifices, ils vont les amener dans des objets en offrant l'objet qui va servir. Donc, eux viennent t'amener. Et Hachem dit à Moshe, Kach me'itam.
prend d'eux. Ce qui signifie clairement que ce n'est pas Hachem qui leur a demandé, ils n'ont pas reçu l'ordre d'offrir, c'est venu de leur propre initiative. Voyant que le Mishkan est construit, ils ont dit il faut faire quelque chose, on ne peut pas le laisser comme ça, il faut bien que nous, on participe. Non plus à la fabrication du Mishkan, et ça c'est ce qui m'intéresse cette fois-ci. Participer à la fabrication, ça a été le sujet essentiel du livre de Shemot. On a montré à quel point les ministres ont participé, et c'était très très important, cette participation populaire et de l'ensemble de la nation. C'est vraiment un des éléments essentiels du Mishkan qui soit offert et fabriqué par les bénis Israël. Là, ce n'est pas de cela dont on parle. Là, on parle de ce Mishkan une fois qu'il est Mishkan. Une fois qu'il est Mishkan, qu'on comprenne bien, c'est-à-dire une fois qu'il y a la présence de Dieu, parce que Mishkan, ça veut dire ça. Comment accueillir cette présence? Comment fabriquer l'objet qui va servir à cette présence? C'était le livre de Shemot. Mais comment accueillir cette présence, au sens propre, la transporter avec soi? C'est l'objet du livre de Bamidbar au sujet des enfants d'Israël. Et ça, vous allez très bien comprendre par la suite. On regarde la Sidra de Béalotra, où lorsqu'on devait se déplacer, on nous présente la manière dont le ministre était organisé, avec les sonneries des trompettes, etc. Et Moshe qui va dire « Kuma Hashem, lève-toi Hashem ». Et puis quand on arrêtera le Haron, Shuva Hashem, revient Hashem, Rivevot Alfei Israël. Ce qui signifie bien que Hashem est transporté par les bénis Israël d'une certaine façon, et qu'à chaque départ des enfants des bénis Israël, eh bien c'est Hashem lui-même qui se déplace. Alors, un tout petit instant. Donc, le texte qu'on va voir maintenant, c'est ces fameuses offrandes des Nessim, des princes d'Israël, avec Lévi qui a été mis à part, puisque Lévi, justement, vont être ceux qui vont avoir comme rôle de porter le Mishkan, et qui donc ils ont été détachés du peuple d'Israël pour servir à cela. C'est à eux qu'on va donner ces objets. Car Meitam prend des princes d'Israël, c'est ce que Hachem dit à Moshe. Ils vont servir au service du Ohel Moed, service au sens des Lévi'im, qui vont devoir servir en portant. Mais tu donneras aux Lévi'im chacun selon son service. Donc Moshe a pris et il a donné aux Lévi'im. Donc on va nous raconter cela, et ensuite on va nous raconter donc tout ce qu'ils ont offert comme sacrifice. Et lorsqu'on va voir les sacrifices qu'ils vont offrir, on va se rendre compte qu'il y a d'autres objets. Donc on va prendre le premier à partir du verset 12. Celui qui a offert son sacrifice le premier jour, c'était Nachshon ben Aminadab, et son korban était d'une écuelle d'argent, une sorte de plateau. Voilà, encore une fois, un réceptacle du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles au poids du sanctuaire, tous deux remplis de fleurs de farine pétrie à l'huile pour une oblation. Donc, pour qu'on puisse faire les offrandes, il faut des objets. Ces objets-là ne nous ont jamais été décrits dans le livre de Shemot. On nous avait dit qu'il y avait une menorah, on nous avait dit qu'il y avait un shulchan, on nous avait dit qu'il y avait un misber, on ne nous avait pas dit qu'il fallait fabriquer des objets pour servir de réceptacle à l'huile, à la farine, pour fabriquer les mnachot. Eh bien voilà, c'est ici qu'on en parle. Comme quoi, ce n'est pas un objet du Mishkan au sens propre, bien qu'il soit offert au Mishkan, donc il va avoir la kedusha du Mishkan, bien sûr. C'est un objet offert par le peuple, avec l'initiative du peuple, et donc on peut aller jusqu'au bout, selon la forme, la couleur, la matière, le poids, voulu par le peuple, à la différence du Mishkan, où tout était demandé par Akadosh Baruch Hu. Ce qui signifie que le Mishkan lui-même, c'est une volonté de Dieu. Rappelez-vous, Dieu ne réside que dans sa propre parole. Dieu ne réside que dans sa parole, il ne peut pas résider dans la volonté humaine. C'est quand l'homme se plie à la volonté de Dieu, donc Dieu va résider dans ce que lui-même dit. Le Mishkan, c'est l'expression de sa parole. Kacher diber Hashem el Moshe, comme Hashem avait dit à Moshe, se répétait sans cesse dans le Mishkan. Maintenant, une fois que ce Mishkan est créé, il y a une initiative essentielle du peuple, très importante, et qu'ici réussissent à mettre en place les princes d'Israël, à travers tous ces objets-là, ces véhicules qu'ils vont offrir, ces réceptacles qu'ils vont offrir, pour servir ensuite. Une fois que la présence est là, comment rendre cette présence pérenne? Comment continuer à transporter, à servir à l'intérieur? Et pour cela, il faut des Lévi'im qui vont jouer ce rôle-là, qui vont porter et qui vont aider. Et il va y avoir donc les bénis Israël qui vont offrir les objets. Donc la même chose, une coupe de 10 cycles en or pleine de parfums. Donc encore une fois, c'est un objet dont il s'agit, puis ensuite les différents sacrifices. Alors, voilà le texte qui est celui
des princes d'Israël. Il rentre très bien dans l'ensemble du début du livre de Bamidbar, d'une part parce qu'il reprend des éléments qui appartiennent au début du livre, les Nessim, qui, selon ceux qui ont participé au conte, comme ça a été dit ici, ce sont les mêmes Nessim, avec un ordre qui va être celui du déplacement des enfants d'Israël. Donc, ce texte-là des princes d'Israël, de la Chanukah Mizbeach, trouve vraiment complètement sa place au niveau de son style dans le début du livre de Bamidbar, bien qu'il fasse un renvoi au livre de Shemot, en disant à cet endroit-là, voilà ce qu'il faudrait rajouter pour avoir une image plus complète. Ce qui a été raconté dans le livre de Shemot, c'était la construction, c'était tout ce qui était lié essentiellement à Moshe. Ce qui est raconté ici, c'est la part Béni Israël, comment les Béni Israël veulent, désirent jouer ce rôle-là. Et on le dit, on le répète, etc., de nombreuses fois, et on va même conclure. Je vais faire un petit saut par rapport à la conclusion, sur laquelle on va revenir. On va aller à la Sidrat Balotra, parce que ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment la Sidrat Balotra, le début de la Sidrat Balotra s'insère dans ce cadre-là. Et on va avoir une question, à mon avis, très difficile à répondre. Mais qu'on ait d'abord une image un peu plus complète. Donc, chapitre 8, c'est la suite de notre texte. Juste après qu'on ait terminé, on va conclure avec l'ensemble du Chanukah Mizbeach, avec des mots qui vraiment sont des mots de conclusion. On va retrouver les mêmes expressions, la Meshicha, le jour où le Mishkan a été oint, Mizbeach a été oint, comme on l'a vu au début du texte. Donc on va conclure avec la même chose. Et puis ensuite, on va voir un tout petit texte qui a fait couler énormément d'encre, vraiment tout petit. Il y a beaucoup de questions sur ce petit texte, 4 versets. Daber Hashem el Moshe, Hashem a parlé à Moshe en ces termes. Daber el Aaron va Martha Elav, parle à Aaron et tu lui diras, Be'alotra et anerot. Quand tu élèveras les lampes, c'est-à-dire quand tu vas les allumer en fait, El Moul Pene Amenora Yerushivat Anerot. El Moul Pene, ça semble être une tautologie, on se répète, c'est en phase, c'est face à face, je ne sais pas comment appeler ça, vis-à-vis de la menorah, donc du candélabre. Il y a Hirushivat Anerot que les 7 lampes vont éclairer. Déjà, rien que pour comprendre la phrase, c'est déjà difficile. Quand tu vas élever les lampes, on comprend que ça veut dire élever les mèches, élever la flamme, très bien. Mais c'est-à-dire quoi? Qu'elles devront éclairer vers la menorah. Elles sont sur la menorah. Alors Rachid explique que la menorah, au sens premier, c'est la lampe centrale, c'est-à-dire en vérité la branche centrale. Et donc il va falloir tourner les mèches vers la branche centrale. Donc ça éclairera vers l'intérieur. D'autres ne sont pas d'accord avec Rachid. Donc le menorah, c'est un terme qui s'applique à l'ensemble de la menorah. Alors dans ce cas-là, c'est difficile d'expliquer c'est quoi qu'elles éclaireront face à la menorah. Probablement que les mèches sont tournées vers elles-mêmes. L'idée, c'est qu'il y a une sorte. L'idée qui est dite, même si on a du mal peut-être à la saisir, c'est un auto-éclairage. Quand tu allumeras de façon à ce que ce soit la menorah elle-même qui soit éclairée. Ce qui est étonnant, puisque l'objet de la menorah, le but d'un chandelier n'est pas de s'éclairer soi, c'est d'éclairer une pièce, d'éclairer des personnes, de permettre à ce qu'il y ait un usage qui se fasse à côté dans l'obscurité, puisque le Mishkan est un endroit qui est fermé, donc il n'y a pas de fenêtre, donc il fait obscur. Donc pour qu'on puisse entrer dans le Mishkan, pour qu'on puisse faire la Ketoret, pour qu'on puisse mettre les pains, pour qu'on puisse entrer dans le Kodesh à Kodashim, on a besoin de lumière. Donc la lumière, a priori, sert plutôt à la pièce. Or ici, de manière très étonnante, c'est quelque chose qui sert à la menorah elle-même. Tu allumeras la menorah pour que tu éclaires la menorah. Aaron a fait ainsi. Donc, la mitzvah est très courte, hein, vous avez vu. El moul peneha an menorah he'eila nerotea. Donc on reprend vraiment mot à mot. C'est face vis-à-vis de la menorah qu'il a allumé ses lampes. Kasher tziva Hashem, comme Hashem l'avait ordonné à Moshe. Vezema menorah. Et voici comment la menorah a été faite. Voici l'œuvre, la confection de la menorah. Adirecha ad pirsha mikshahi. Depuis le socle jusqu'à ses fleurs, donc tous les éléments, ça n'était que d'un seul bloc. C'était façonné, fabriqué, taillé dans le bloc d'or. Alors qu'évidemment, la menorah, plus que n'importe quel autre objet, est un objet composé d'un très grand nombre d'éléments, de branches justement, de socles, et en plus d'autres éléments qui sont de petits éléments, des pommeaux, des coupes, et puis des fleurs. Donc, c'est l'élément type, l'objet type
qui est fabriqué à partir d'un assemblage. Prenez tous les chandeliers, surtout si ce sont des chandeliers qui sont composés là aussi de boules, etc. C'est l'exemple type vraiment, je crois que c'est le meilleur exemple d'un objet qui assemblerait d'autres éléments. Or ici la menorah, bien qu'en apparence elle soit composée d'un très grand nombre d'éléments, et c'est ce qui fait même sa particularité, vous n'avez aucun autre objet du Mishkan qui soit composé d'un grand nombre de détails. Il peut y avoir plusieurs éléments. Le Aaron, il y a quelques petits éléments, pas grand-chose, mais vraiment de détails où l'objet est lui-même détaillé par différents éléments, c'est la menorah. Or, on insiste sur la menorah, plus encore qu'on l'avait fait sur les kérouvim, pour dire que c'est miksha, c'est d'un seul bloc. Kamare Asherera Hashem et Moshe, comme l'image, comme la vision qui avait été montrée à Moshe, Ken Asa et la menorah, ainsi a-t-il fait la menorah. Alors, voilà le texte très court. Il y a énormément de questions. La question qui m'intéresse, comme à chaque fois, c'est qu'est-ce que vient faire ce texte dans cet ensemble? Pourquoi après le texte qui précède? Pourquoi avant le texte pourquoi après le texte qui précède et pourquoi avant le texte qui suit? Qu'est-ce que ça vient faire dans le livre de Bamidbar? En quoi ça rentre dans la préparation de l'organisation du peuple d'Israël pour pouvoir se mettre en marche? C'est vraiment tout cela le début du livre de Bamidbar. C'est quand même assez étonnant. Deuxième chose, les mitzvahs de la menorah, on l'avait déjà dit, la construction de la menorah, on en avait déjà parlé. Qu'elle était d'un seul bloc, etc. Tout ça, ça avait déjà été dit. Pourquoi est-ce que c'est rappelé ici? Donc voilà ici des questions très connues. Alors, la menorah, c'est effectivement l'objet sur lequel on revient le plus dans le Mishkan. On en parle dans le livre de Shemot, non seulement dans la Sidra de Teruma pour la fabrication du Mishkan, comme par hasard, dès que la suite à la Sidra de Tetzavé, on reparle là-bas de l'allumage, puisqu'on dit qu'il faut prendre de l'huile. On reparle de la menorah dans le Sefer Vaïkra, c'est quand même assez étonnant. Dans le Sefer Vaïkra, comme dans le sujet qui est celui de la Kedusha, on parlera de la menorah encore une fois. Et là, on reparle encore une fois de la menorah. C'est quand même assez étonnant. Pourquoi est-ce qu'on le dit? Alors, si on observe bien le texte, ça n'est pas un texte comme ça, on aurait pu l'imaginer, qui est une redite. Comme la Torah sait le faire parfois, elle reprend un texte et le dit différemment. Il s'agit véritablement d'un autre texte qui parle du même sujet, la menorah, mais c'est un tout autre texte, puisqu'on ne parle ni de la construction de la menorah, ce qui était la Sidra de Teruma, ni de la mitzvah d'apporter de l'huile, qui est dans la Sidra de Tetzavé, ni non plus de la mitzvah d'allumer. Ces trois choses dont je viens de vous parler, qui sont la fabrication, la mitzvah d'apporter de l'huile et la mitzvah d'allumer, ont été effectivement déjà dit dans les différents textes qui précèdent. Regardez comment c'est dit ici. Parle à Aaron et tu lui diras, quand tu allumeras les nérotes, donc d'après l'ordre que je t'avais déjà donné d'allumer les nérotes, avec l'huile pure d'olive dont je t'avais déjà dit, etc., tout ça, ça avait déjà été dit, on ne revient pas là-dessus. Ce qui est vraiment l'objet du texte, quelque chose qui est tout à fait nouveau, qui n'avait jamais été dit justement précédemment, c'est qu'au moment où tu allumeras, le fait même qu'on dise au moment où tu allumeras, ça prouve bien que Aaron avait déjà reçu cet ordre-là, voilà comment tu allumeras, c'est un élément nouveau, qui est la manière d'allumer. Donc on a eu la mitzvah de construire la menorah, on a eu la mitzvah d'amener de l'huile, on a la mitzvah d'allumer la menorah, et maintenant on a la manière d'allumer cette menorah-là. Et donc voilà l'ordre, c'est un pasouk, le pasouk bête. Hachem a parlé à Moshe, il lui a dit, tu vas parler à Aaron et tu vas lui dire qu'au moment quand il allumera, voilà comment est-ce qu'il allumera, une sorte de nouvel élément. Et on a choisi cet endroit-là dans la Torah pour nous le dire. Il faudra expliquer pourquoi. Et ensuite, on nous dit qu'Aaron l'a fait, effectivement, il a accompli cela, il a allumé la menorah comme ça a été dit. Donc, ça prouve bien qu'on n'est pas dans un texte de mitzvah qui précède, comme c'était les premiers textes du Mishkan. On est après l'inauguration du Mishkan, puisqu'on nous parle d'une réalisation. On nous avait pas parlé de réalisation jusqu'à présent concernant l'allumage de la menorah, c'est la première fois. Et ce qui, par contre, était très étonnant, c'est le verset 4. Donc, je viens d'expliquer que bien qu'on traite à nouveau d'un sujet que l'on a déjà vu, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui nous est dit là. Nouveau parce que c'est un nouvel enseignement, et nouveau parce qu'il s'agit de la réalisation de l'allumage, alors que jusqu'à présent, ça n'était pas le cas. C'était que des mitzvot, voilà comment il faudra faire. Là, on est dans la réalisation, et en ce sens, le fait qu'on soit dans la réalisation, ça explique tout à fait sa place dans le début du livre de Bamidbar. On vient de parler de la Chanoukat à Mizbeach. Cette Chanoukat à Mizbeach, voilà comment, pour la première fois, on a utilisé le Mizbeach, les Nessim sont venus, ont offert des sacrifices, ont offert des objets, etc. Eh bien, on est dans une forme de Chanoukat à Menorah. Voilà comment il faut allumer. Il a allumé effectivement de cette façon-là. C'est vraiment, ça s'est passé le même jour que le premier jour du texte qui précède. On est dans un texte
qui vraiment trouve tout à fait sa place à cet endroit-là. Ce qui est difficile, c'est le verset 4, parce que là, on revient sur quelque chose qui avait déjà été dit et qu'on répète, semble-t-il, sans que ce soit lié. Ce qui est nouveau, c'est la manière d'allumer et la réalisation. Alors pourquoi redire? Et voici comment la menorah a été faite, en fait. Elle a été d'un seul bloc, depuis le socle, etc. Et ainsi, Moshe avait fait la menorah. Pardon, j'ai dit Moshe, c'est un trop. Ainsi avait-il fait la menorah. C'est très, très étonnant. Alors, voilà pour une première approche déjà de ce petit texte qui pose déjà des problèmes internes et des problèmes par rapport à l'ensemble du début du livre de Bamidbar. On a quand même montré, ça me paraît juste, que, en tout cas, c'est bien placé au niveau chronologique, ça correspond à l'époque de Hanoukat HaMizbeach. Quel texte vient juste après? Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, Kach et Elvi, Mitor ben Israël, Vetiar Taotam. Prends les Lévim de l'intérieur des enfants d'Israël et tu vas les purifier. Ce dont il s'agit ici, c'est la nomination des Lévim. Là, on est très étonné de la trouver ici, puisqu'on nous l'a dit et répété déjà plusieurs fois que les Lévim ont un rôle à part, ont une avoda à part, ont un emplacement à part, qu'ils ont été donnés par les bénis Israël. Donc, le texte qui suit, normalement, précède tout ce qu'on a dit auparavant, puisque les Lévim à qui on a donné, par exemple, que les Nessim ont donné les fameuses charrettes, il faut bien que ces Lévim aient été considérés comme Lévim. Donc, la Torah, ici, nous présente un texte qui, probablement, précède l'ensemble de tout ce qui a été dit avant dans le livre de Bamidbar, qui est la mise en place des Lévim. Alors, là aussi, il ne faut pas être très étonné de cela. La Torah fait très souvent ça. Elle dit une chose et elle explique comment la chose est possible après. Je te dis quelque chose et ensuite je vais te donner les détails de la manière dont la chose elle a pu être possible. Ce qui était important, c'est que tu saches qu'on a compté les enfants d'Israël, que dans ce compte, les Lévim ont été comptés à part, qu'ils ont un service à part, que c'est à eux qu'on a donné les différents objets. Maintenant, il faut quand même que je te raconte comment ça s'est passé. Donc maintenant, je vais te raconter comment ça s'est passé. Et donc, le texte qui va suivre, c'est la nomination des Lévim. Là aussi, on se sera attendu à ce que la nomination des Lévim soit au même endroit que la nomination des Kohanim, comme la Hanoukat HaMizbeach soit au même endroit que la Hanoukat HaMizbeach des Kohanim. Et la réponse sera la même que la question qu'on a posée tout à l'heure. De la manière qu'on a séparé la Hanoukat HaMizbeach faite par les Kohanim, qui était liée à la nomination des Kohanim avec les sacrifices qui ont été faits par les Kohanim, on l'a séparé de ce qu'ont fait les Nessim dans deux livres différents, parce que ce n'est pas le même sujet. Le livre de Vaïkra était axé sur les Kohanim, sur la Vodat HaKorbanot, des sacrifices, alors que le livre de Bamidbar, c'est le peuple d'Israël. Et justement, on apprend quelque chose de très important ici, c'est que les Lévi'im, on aurait peut-être, nous, eu tendance à les placer du côté des Kohanim, de faire en sorte que les Kohanim et les Lévi'im forment un tout. D'ailleurs, les Kohanim sont des Lévi'im, c'est la même tribu. Et que si j'ai deux pôles, d'une certaine façon, le pôle Kohen et le pôle Israël, et que on dit où est-ce que tu places les Lévim, où est-ce que tu vas placer l'importance des Lévim, la avoda des Lévim, la nomination des Lévim, ben je vais mettre en même temps que les Kohanim. Eh bien, pas du tout. C'est entièrement placé du côté d'Israël. On avait déjà dit la semaine dernière, on a omis quasiment, volontairement, l'histoire des Lévim dans tout le livre de Shemot et quasiment dans tous les livres de Vaïkra, alors qu'ils avaient évidemment leur place là-bas, pour ne garder que dans les livres de Bamidbar, ce qui signifie que les Lévi'im sont directement rattachés au peuple d'Israël et pas aux Kohanim. Ils sont donnés aux Kohanim par le peuple d'Israël. Alors, on va dire, s'ils sont donnés aux Kohanim par le peuple d'Israël, donc ça appartient aux Kohanim. Non. Donnés aux Kohanim par le peuple d'Israël, ça veut dire que tout le temps ils seront au service des Kohanim, ils seront représentants du peuple d'Israël, ils seront une sorte d'élément du peuple d'Israël. Les Lévi'im sont un élément du peuple d'Israël. Regardez la ressemblance avec le texte qu'on vient de voir juste avant. Vaïdaber Hashem Moshe les morts, Kach et Elvim mitor bnei Israël, vetiar taotam. Kach et Elvim, ça ressemble beaucoup à Kach meitam, prends d'eux. Rappelez-vous, c'était juste le texte d'avant, on va y revenir. Quand les princes d'Israël étaient venus avec ces objets, avec ces véhicules, Moshe n'était pas au courant. Verset 5, Kach meitam, prends d'eux. Ve'ayu la'avod et avodat al-moed, et ça va servir au service du moed, venatata otam el alvim. Et tu vas donner aux Lévi'im. Eh bien, c'est vraiment une sorte de parallèle. De la même manière qu'Hachem a dit à Moshe, tu vas prendre des princes, ces différents objets, tu vas les donner aux Lévi'im pour qu'ils puissent faire la voda. Moshe avait déjà dit, Hachem avait déjà dit à Moshe auparavant,
prends les Lévim des Béné Israël. Et si vous regardez bien le texte, on ne va pas le faire maintenant, je vous invite à le faire, pardon, c'est pas ici. Le nombre de fois où les mots Béné Israël apparaît dans notre chapitre 8, c'est considérable. Car Béné Israël, etc. Donc on va nous raconter comment est-ce qu'ils sont mis en place. Hein. C'est les Lévim, il va y avoir des sacrifices. Et donc on a une impression que ça ressemble au Kohanim. Or, c'est très différent en vérité des Kohanim, parce qu'il n'y a pas d'onction. Il n'y a pas de Kedusha, de Hakdasha, de consécration, qui sont les termes des Kohanim. Pas d'onction du tout. Le terme utilisé, c'est une Tahara. Tahara, c'est-à-dire une sorte de purification. Il ne faut pas comprendre qu'ils sont tuméim nécessairement, dans ce sens-là. Tahara, c'est dès qu'on s'élève en niveau, un niveau supérieur par rapport à un niveau inférieur, créer une sorte de contraste, de différentiel qui peut s'apparenter dans le Touma et donc une nécessité de Tahara. Donc quand on passe d'Israël et qu'on devient Lévi, il y a une Tahara à avoir, mais ce n'est pas une Kedusha au sens des Kohanim. D'ailleurs, qui est-ce qui est Makdish, les Kohanim, dans le Sefer Vaïkra? C'est Hachem. Les bénis Israël ne jouent aucun rôle, on ne leur demande rien de faire, ils assistent à ce qui est en train de se passer, mais ne font rien. C'est Hachem qui fait d'eux des Kohanim, c'est Moshe qui doit les habiller, etc., faire les sacrifices pour que la Kedusha voulue par Hachem se réalise à l'intérieur de Aaron et de ses fils. Ils ne doivent pas sortir du Ohel Moed, ils appartiennent au Ohel Moed, ils sont un élément du Ohel Moed, ils sont loin comme le Ohel Moed, comme les objets du Ohel Moed. Ils deviennent un objet du Ohel Moed. Ce n'est pas du tout le cas des Lévim. Les Lévim, tout dans ce que l'on va observer, dans leur façon d'être nommés, c'est un don des enfants d'Israël. On avait déjà vu qu'ils remplacent les Bechorot, qu'on a compté exactement le nombre de Bechorot, le nombre de Lévim, on a remplacé, ce qui veut bien dire que ce sont une sorte de substitut des enfants d'Israël eux-mêmes, des Bechorot des enfants d'Israël. Et donc, prends les Lévim de l'intérieur des enfants d'Israël, on n'a jamais dit prends les Kohanim de l'intérieur des enfants d'Israël, et tu vas les purifier, non pas tu vas les consacrer. Et au verset 9, tu vas approcher les Lévim d'Ifnei Ohel Moed, tu vas rassembler tout Israël. Tu vas les approcher devant Hachem, donc comme si on va les faire sortir du peuple d'Israël. Mais Samchou ben Israël et Yedem Lévim, et les bénis Israël vont apposer leurs mains sur les Lévim. Les bénis Israël vont jamais faire une chose pareille pour les Kohanim. Et Aaron va en faire un balancement, comme un cadeau, comme une mincha que les bénis Israël ont offert. Donc la ressemblance avec le texte qui précède est énorme. Quand je parle de texte précédent, je ne parle pas du texte de la Ménorah, c'est celui qui nous intéresse justement. C'est le texte des Nessim. On a une ressemblance très grande. Dans les deux cas, on trouve les bénis Israël. Dans les deux cas, on trouve les Lévim. Et dans les deux cas, les bénis Israël offrent quelque chose pour les Lévim. Et là, ils offrent les Lévim eux-mêmes. Donc, c'est vraiment, on va dire, c'est tous les éléments qui trouvent leur place maintenant. Verset 14, tu vas séparer les Lévim et Ben Israël, les Lévim, ils vont devenir à moi. À moi, c'est-à-dire comme substitut du peuple, comme représentant du peuple. Il y a une question dans la Gemara à savoir, est-ce que les Kohanim sont les Shlichim, les envoyés d'Hachem, ou les envoyés des Ben Israël? Et il y a différents avis. Pour les Lévim, il n'y a aucune question de ce type-là. C'est sûr que les Lévim ne sont que les envoyés des Ben Israël et pas d'Hachem. Donc ils représentent comme exactement les taureaux qui ont été offerts pour tirer, pas les taureaux qui ont été sacrifiés. Ils représentent les charrettes, etc. Tout ce qui va servir au Mishkan, non pas dans sa construction, dans sa préparation, mais, je répète, dans la permanence de la présence d'Hachem après. Dans l'idée, d'une certaine façon, de manière théorique. Si on observe le Mishkan comme une forme d'image idéale, une maison de Dieu, très théorique, absolue, on n'a pas besoin de Lévim. Les Lévim ne servent à rien. On a cette image que Moshe a vue sur la montagne, une image merveilleuse, idéale, d'une maison divine. La nécessité des Lévim vient du fait que ce Mishkan est à l'intérieur des hommes, des bénis Israël. C'est une première chose. Et une deuxième chose, que ce Mishkan va être démonté, remonté, transporté, et suivre un chemin. Ces deux aspects, être à l'intérieur des hommes et être démonté et transporté, c'est ça qui implique la nécessité des Lévim. Ce n'est que ça. C'est ce qui va permettre la possibilité d'entrer parmi les hommes. Parce qu'il y a les bénis Israël, on l'a expliqué la semaine dernière, les Lévim ont pour une mission double de garder le Mishkan. Garder le Mishkan pour ne pas que le Mishkan soit abîmé par ceux qui entrent, et pour ne pas que ceux qui entrent meurent en entrant au Mishkan.
Donc c'est permettre la présence, rendre cette présence d'Hachem possible, que cette présence ne soit pas gênée par ceux qui sont autour et que ceux qui sont autour ne soient pas détruits par le fait de cette présence-là. Et pour le transport lui-même, les Lévim vont jouer ce rôle-là de transporter. Mais transporter, c'est encore en vérité le même rôle premier, c'est-à-dire faire en sorte que la présence d'Hachem soit possible à l'intérieur des enfants d'Israël, dans les deux sens. Qu'Hachem puisse trouver sa place parmi les hommes et que les hommes puissent exister malgré la présence d'Hachem. Continuez le Sidra Bamidbar de Balotra comme ça, vous comprendrez très bien comment les choses s'enchaînent dans le départ des enfants d'Israël, où la première étape, il y a un feu qui consume. Première étape. Un feu qui consume, ça veut dire qu'on a beaucoup de mal à faire en sorte que cette présence ne détruise pas. Donc on comprend la nécessité d'entourer tout cela. Donc voilà le rôle des Lévim. Les Lévim sont un élément du peuple d'Israël voué à permettre la présence d'Hachem à l'intérieur des enfants d'Israël, avec toutes les ressemblances qu'on a avec le texte des Nessim, vraiment très importante, et puis tous les autres textes également dont on a parlé avant, qui sont ceux des contes des Lévim, de la Avoda des Lévim, des différents travaux des Lévim, des Bechorot dont on va parler après. Donc notre texte que l'on a devant nous ici, de la nomination des Lévim, trouve là aussi complètement sa place dans les préparatifs du départ des enfants d'Israël, en prenant avec eux le Mishkan, c'est-à-dire en prenant Akadosh Baruch Hu avec eux. Donc, on a compris le conte des enfants d'Israël, on a compris la Hanoukat à Misbéach, en quoi ça avait sa place, on comprend très bien les Lévim, et puis on comprendra tout aussi bien par la suite le Korban Pessah, qui est les préparatifs là aussi au départ. On va d'abord faire Korban Pessah pour pouvoir partir, et on comprendra la fabrication des trompettes. Tout cela, ça s'explique très bien, c'est clairement un seul et unique thème, les préparatifs du départ, qui consiste à faire en sorte qu'Hachem soit présent dans le peuple d'Israël. Ce qui est difficile, évidemment, ça on n'en parle pas du tout ce soir, c'est les mitzvot de la Sidra de Nassau. Qu'est-ce qu'elle vient de faire là-dedans? Très rapidement, Gezel la guerre, la Sota, le Nazir et Birkat Kohanim. Pourquoi on a cet enchaînement de mitzvot comme ça entre les contes des enfants d'Israël et l'inauguration du Mishkan? Les deux textes sont tellement proches qu'ils devraient se suivre normalement. Ils sont séparés par un groupe de différentes mitzvot. On ne traitera pas du tout de ça de ce soir, a priori. Et l'autre texte, celui qui nous intéresse, qui est celui donc, de l'allumage de la Ménorah. Qu'est-ce que ça vient faire ici? Alors, on avait déjà fait remarquer que ce n'est pas non plus complètement étranger si j'observe le point essentiel de ce texte-là. Si je ne regarde pas les redites qui sont étonnantes, mais le point essentiel, la raison, c'est clair, la raison certaine de ce texte-là, c'est de dire qu'au moment d'allumer, voilà comment il faut allumer et la réalisation. Et ça, c'est tout à fait nouveau et il n'y avait pas de raison que ce soit dit auparavant. Il n'y avait pas de raison que ce soit dans Vaïkra, donc il ne faut pas être surpris. Il y a certains commentateurs qui sont très surpris, qui disent que ça aurait dû être ailleurs, ça me paraît pas juste du tout. Il n'y a rien de surprenant du tout à ce que ce texte-là soit à cet endroit-là, puisqu'il vient apporter un élément nouveau. Alors un élément qu'on aurait peut-être pu dire auparavant, c'est possible qu'on aurait pu annoncer depuis le départ quand tu allumeras, voilà comment tu allumeras, mais ce n'est pas tellement étonnant. Ce qui est très étonnant, c'est le fait qu'on rappelle la fabrication même de la menorah. Qu'est-ce que ça vient faire ici? Que la menorah, voilà sa forme. Elle a une forme très étonnante, c'est même pas sa forme, c'est la manière de lui donner forme, c'est que ce soit Miksha. Pourquoi rappeler cela? Alors, pour essayer d'aborder un petit peu cette question-là, on va regarder la fin du texte précédent qu'on avait volontairement sauté. Le texte précédent, donc on l'a dit, c'est long. Si je ne me trompe pas, c'est le plus long chapitre de la Torah d'après le découpage chrétien. Je ne peux pas vous l'affirmer de manière certaine, mais je crois. Vous avez 89 versets, avec dedans donc 12 fois les cadeaux des Siyim, une introduction et une conclusion. L'introduction, on l'a vu rapidement, et je vous avais fait remarquer que cette introduction, volontairement, reprend des expressions qui appartiennent à la fin du livre de Shemot pour nous permettre d'insérer ce texte dans le livre de Shemot en disant c'est à cet endroit-là que ça s'est passé. Volontairement, je ne te l'ai pas dit là-bas parce que là-bas, mon sujet, ce n'était pas les béné Israël. Ce n'était pas les princes d'Israël, ce n'était pas la présence d'Hachem à l'intérieur des béné Israël humains. C'était les béné Israël dans le Mishkan qu'ils vont construire.
Donc, on nous dit, voilà comment ça s'est passé. Donc, on utilise comme expression, Vaïvayom Kalot Moshe, qui vient du livre de Shemot. Quand il eut terminé, ce qui n'est pas très courant, les Hakim et Mishkan, qui est du livre de Shemot, Vaïm Shachoto, Ilaouin, qui vient du livre de Shemot. Tout cela, ça permet donc de resituer textuellement l'endroit du livre de Shemot à quoi renvoie notre texte à nous. Ce qui est nouveau, c'est à partir du verset 2, quelque chose qu'on ne connaissait pas du tout. Eh bien, lorsqu'il s'était passé cela, et donc on résume ce qui s'était passé, eh bien, il y a eu les princes d'Israël qui sont venus et ils ont apporté des cadeaux, etc. etc., etc. Comment est-ce qu'on conclut? On va reprendre vraiment les mêmes expressions quasiment, très rapidement, comme la Torah le fait très souvent. Elle conclut de la même manière qu'elle a introduit. Donc, Zot Chanoukat HaMizbeach. Voici ce qu'a été donc l'inauguration du Mizbeach. Peyom Him Masha Choto. Le jour où il a été oint, Me'et Nessi Israël par les princes d'Israël. Alors le Me'et d'Israël ne s'applique pas à Him Masha Choto, ce n'est pas les Israël qui l'ont oint, mais c'est le Chanoukat HaMizbeach. C'est l'inauguration des Nessiim et pas l'inauguration qui a été faite par les Kohanim. Karot Kesef Shtem Esrei, Midrei Kesef Shtem Asai, on fait exprès de tout reprendre. Donc, voilà la conclusion, elle reprend l'expression Himasha Choto quand ça a été oint. Voilà comment ça s'est passé. Et on résume tout, et on termine donc verset 88, à la fin, Zot Chanoukat HaMizbeach, encore une fois, ceci, et voilà, telle a été l'inauguration du Mizbeach, Achare Himasha Choto, après qu'il ait été oint. Et là, on a un verset qui n'est pas lié à la Chanoukat HaMizbeach en particulier. Uvevo Moshe el Ohel Moed, et quand Moshe entrait dans le Ohel Moed, il n'y a pas du tout écrit Vayavo Moshe. C'est écrit Vayavo Moshe, ça voudrait dire que ce qu'on va dire maintenant fait suite à ce qui a été dit précédemment. Donc, on nous a raconté Chanoukat HaMizbeach, et Moshe est entré. Alors, ce n'est pas ça du tout qui est écrit. Uvevo Moshe, et lorsque Moshe entrait, c'est-à-dire tout le temps, pendant les 40 ans de la vie de Moshe, quand il entrait dans le Ohel Moed, les Daber Ito pour parler avec lui, on ne va pas entrer maintenant dans cette forme indéfinie, puisqu'il n'y a pas écrit avec qui, Vaishma et Akol Middaber Elav, il entendait la voix se parler à elle-même. Ce n'est pas la traduction que vous avez devant vous, mais c'est la forme du mot Middaber. Mais à la Kaporet Asher al Aaron Haedut, au-dessus du Kaporet qui se trouve sur l'arche d'alliance, Mi ben Shene HaKeruvim, d'entre les deux chérubins, Vaïdaber Elav, et il lui a parlé. Alors là, un texte dont on sent bien que même dans sa syntaxe, il est écrit de manière mystérieuse. Il y a un langage un petit peu ici qui est fait de mystère, puisqu'on ne dit pas qui, alors on imagine bien que c'est Hachem, le nom de Dieu n'apparaît pas une seule fois, ni ici, ni dans les textes qui précèdent pour qu'on puisse rattacher. Et d'abord Ito, pour parler avec lui, il se parlait à lui-même, il entendait, c'est très 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 étonnant. En tout cas, ce verset, très clairement, est un verset qui était très attendu, puisque la mitzvah de construire le Mishkan, je vais dire qu'elle avait commencé avec cela, mais presque, elle avait commencé par la mitzvah de donner une terouma. Mais dès qu'il va s'agir de décrire les objets du Mishkan, on va décrire le Aaron, on va décrire les Kérouvim, et clairement, à cet endroit-là, dans la Sidra de Terouma, quand on parle de la construction du Aaron et des Kérouvim, l'usage était donné. À quoi cela sert? L'utilité, c'était pour qu'Hachem parle à Moshe, mi ben shna Kérouvim, entre les deux Kérouvim. Et là-bas, on avait l'expression Aaron et Haedut, l'arche de témoignage. Donc, on était en attente, comme très souvent, quand Hachem annonce quelque chose, on est en attente de sa réalisation. Or, à la fin du livre Shemot, quand on nous raconte la construction du Mishkan, on avait dit, le Mishkan a été terminé, il a été oint, Moshe a érigé le Mishkan, et la nuée est descendue. Voilà ce qu'on nous a dit. Et ensuite, dans Sefer Vaïkra, le Mishkan a été terminé, on a fait les premiers sacrifices, et le feu est descendu. Voilà. Pourtant, on entend à chaque fois la parole d'Hachem. Dès la fin du livre de Shemot, quand le livre de Shemot s'arrête, et de manière merveilleuse, c'est une écriture vraiment époustouflante, vraiment le livre de Shemot s'arrête, le livre de Vaïkra commence, et il appela Moshe, et il lui a dit, et on va voir les lois des Korbanot, c'est la première parole d'Hachem donnée à Moshe, une fois que le Mishkan est construit.
Donc nous, on fait le lien, c'est-à-dire qu'on va compléter ce qui manque entre la fin du livre de Shemot et le début du livre de Vaïkra. La nuée est descendue, et d'entre les kérouvim, la parole d'Hachem est sortie et a appelé Moshe et il a dit. Et d'ailleurs, Rashi va le dire, à cet endroit-là, il va expliquer qu'il y avait la voix, le mot kol, il insiste beaucoup dessus. Mais pour pouvoir dire cela, Rashi est obligé en vérité d'avoir en tête non seulement ce qui était annoncé, que ça devait se passer comme ça, mais ce qui s'est réalisé, qui est écrit ici en fait. Donc on voit très bien en quoi notre texte, à travers la Chanukah Hamizbeach, des Nessim et ce dernier verset, est véritablement la fin, une des fins du livre de Shemot tant attendu. On avait construit ce Mishkan, on avait construit ce Aaron. Il faut nous dire que ça a marché. On ne nous avait pas dit dans la construction du Mishkan que viendrait une nuée. On ne nous avait pas dit qu'un feu descendrait. La nuée, on la connaît depuis que les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, donc on n'est pas surpris. Donc quand on voit la nuée descendre, le Mishkan va être le lieu de ce qui préexistait déjà, qui était la nuée. La nuée existait sans Mishkan, maintenant qu'il y a Mishkan, elle est nécessairement dans le Mishkan. Et donc, ce qui veut bien dire, pour les enfants d'Israël, c'est clair, que ce Mishkan a été accepté par Hachem. Mais en vérité, nous, on ne s'attendait pas du tout à ce que ce soit la nuée qui représente cela. Je le répète, on n'est pas surpris parce que la nuée était déjà là, et il n'y a pas de raison qu'elle soit ailleurs maintenant. Donc, une fois que la nuée est sur le Mishkan, donc on complète le tableau qui avait déjà commencé à se mettre en place. Israël s'est sorti d'Égypte, il y avait une nuée sans Mishkan. Maintenant, la nuée, elle est dans ce Mishkan. Tout va très bien. Le feu qui va descendre, là aussi, on ne l'avait jamais annoncé clairement que ce feu allait descendre. Mais le feu qui était en haut du Har Sinaï, il représentait déjà quelque chose qui était de l'ordre de la présence d'Hachem. Le feu peut-être qui est également dans le Séné. Et le fait qu'on offre des sacrifices et que ces sacrifices soient acceptés par Dieu, par le fait que Dieu les consume, comme quelqu'un qui consomme, c'est quelque chose qui est très important. Donc là aussi, on n'est pas surpris. Mais en même temps, ce n'est pas ça qui a été dit au départ. Donc ce sont des choses qui trouvent très bien leur place. Mais ce qui avait été annoncé, que la parole d'Hachem sortirait d'entre les deux kérouvim, et ça c'est tout à fait nouveau, ça c'est tout à fait spécifique au Mishkan, c'est tout à fait spécifique au Aaron. Ce n'est pas spécifique au Mizbeach, ce n'est pas spécifique à la nuée, donc c'est ni spécifique au feu, ni spécifique à la nuée qui était déjà sur le Har Sinaï, mais que la parole d'Hachem sorte d'entre les deux kérouvim, ça il nous le fallait. Et on retrouve ici les trois choses qui étaient sur le Har Sinaï, le Kol, le Hanan et le Hesh. Et les trois se retrouvent maintenant au même endroit dans ce Mishkan. Le Hanan qui descend, le Hesh sur le Mizbeach et le Kol d'entre les deux kérouvim. Donc ce verset, il nous paraît bizarre là, tout d'un coup comme cela après le Chanukah Hamizbeach, mais si je prends du recul avec la Torah, je regarde que ce texte-là, comme la Torah a fait attention de le dire, en faisant exprès je vous ai dit de recoller le morceau en disant ce que je te dis maintenant, c'est à insérer en vérité à la fin du livre de Shemot. Eh bien, c'est plus du tout étonnant. C'est vraiment un verset qui était tellement attendu que lorsque le Mishkan est terminé, il fallait qu'Hachem parle entre les kérouvim. Alors pourquoi c'est ça qui est dit ici? S'il s'agissait du Mizbeach, alors on aurait compris, puisqu'on a parlé du Mizbeach juste avant. On n'a pas parlé du Aaron juste avant, pas du tout. On n'a pas vraiment, c'était pas du tout le sujet. Le sujet, c'était que le Mizbeach. En quoi les Nessim vont offrir des choses au Mizbeach, ou bien à tout le Mishkan, en donnant les objets qui vont permettre de transporter le Mishkan. Mais le Aaron n'était pas du tout un objet cité précédemment. Donc pourquoi ne pas avoir placé ce texte-là plutôt à la fin du livre de Shemot, à la fin du livre de Shemot, quand le Mishkan était terminé, quand Moshe est entré dans le Moed pour lui parler, il a entendu la voix qui lui parlait dessus le Kaporet. Là-bas, on aurait dit, on termine ce par quoi on a commencé. La Sirah de Teruma, elle a commencé avec ça. Le livre de Shemot, la construction du Mishkan, se termine avec ça. Ça aurait été magnifique. Pourquoi ce que j'ai dit là pour l'instant, c'est uniquement qu'on n'est pas tellement étonné si on comprend que ça fait partie de la fin du Mishkan. Très bien, mais alors autant le mettre ce verset dans la fin du livre de Shemot et l'autre, la nuée ici, par exemple, pourquoi pas, ou les Mizbeach ici. Le Mizbeach ici, c'est pas possible parce que ça correspond trop au Kohanim avec la faute de Nadav Avihu, etc. Donc, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, ce verset, pourquoi ici? Bien, tout simplement parce que qu'est-ce que sont les kérouvim? Qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem il parle entre les kérouvim? Qu'est-ce que ça représente, les kérouvim en vérité? Les kérouvim, exactement comme ce qui précède, sont un véhicule, on l'a dit tout à l'heure. C'est ce qui transporte. Les kérouvim sont une représentation idéale, non pas de Dieu, ça aurait été l'idolâtrie, d'avoir des idoles dans le Mishkan, mais une représentation idéale du peuple. Le Midrash va très bien le dire,
que lorsque le Béné Israël étaient bons les uns envers les autres, il y avait du shalom avec le peuple d'Israël, les kérouvim se faisaient face. Et quand il n'y avait plus de shalom, ils se tournaient le dos. Ce qui veut dire que les kérouvim représentent le peuple, représentent l'image idéale du peuple. Comme d'ailleurs le Mishkan, c'est la maison de Dieu, bien sûr, c'est la maison de Dieu, sauf que le Mishkan, en quoi il est la maison de Dieu? Parce qu'il représente l'image idéale de la société d'Israël. Et la menorah, et le shulchan, et le haron, et tout cela, ce sont des objets qui représentent les objets qui sont dans le palais de Dieu, le palais du roi, si vous voulez. Mais si on comprend bien en quoi ils sont les objets qui sont dans le palais du roi, parce qu'ils sont censés être une image idéale, un tavnit, de notre société. Et que ce qui s'appelle menorah chez nous doit être à l'image de la menorah du Mishkan. Ce qui s'appelle shulchan dans la société juive, l'économie, le politique, la guerre, etc., doit correspondre au shulchan qui se trouve dans le Mishkan également. Ce qui s'appelle Aaron dans le Mishkan, c'est ce qui s'appelle Aaron dans le peuple. Donc, le Mishkan, ce n'est pas la maison de Dieu dans le peuple d'Israël. Je vous ai dit, le peuple d'Israël porte cela. Il est lui-même le Mishkan d'Hachem. Il est lui-même à tel point que le Mishkan n'est qu'une représentation du peuple d'Israël. Ce n'est pas une représentation de Dieu. Et c'est vrai pour les kérouvim. Les kérouvim, le fait qu'ils soient deux déjà, ce qui prouve bien qu'on est dans quelque chose qui est humain, de Dieu qui est un, on arrive à quelque chose qui est double, donc c'est l'idée vraiment de l'humanité, du face-à-face. Eh bien, Hachem réside entre les kérouvim. Cette idée d'Hachem qui réside parmi les hommes, ben je vous l'ai dit depuis le départ, c'est ça le début du livre de Bamidbar. C'est ça l'objet du livre de Bamidbar, du début du livre de Bamidbar. Permettre à la présence d'Hachem de vivre parmi les hommes pour avancer. Eh bien, cette idée-là, qui a trouvé sa place très bien à la fin du livre de Shemot, au moment où Mishkan est construit, Hachem a parlé à Moshe, c'était le début de Vaïkra, et il lui a dit quelque chose, et ce qu'il lui a dit, c'était les mitzvot des korbanot. Et comment lui a-t-il dit? Avec le verset qui vient d'être dit ici. On a gardé ça pour maintenant, parce que cet aspect qui est que pour parler à Moshe, Hachem parle entre les hommes, c'est extraordinaire comme idée. Pour la parole d'Hachem à Moshe et que à Moshe, et uniquement à Moshe, il n'y a que Moshe qui est capable d'entendre, et donc c'est quelque chose qui est complètement détaché de l'humain normalement. Il n'y a pas plus détaché de l'humain que cette parole divine, qu'il n'y a que seul Moshe qui peut entendre et qu'aucun prophète n'est capable même d'entendre. Et bien pourtant, la manière dont cette parole arrive à Moshe, ça passe par une image qui est celle de l'humanité. Et que pour parler à Moshe, pour que Moshe puisse entendre, il faut que ça passe d'abord par un canal qui, au niveau de l'image, c'est le peuple d'Israël. C'est l'humain. Pensez peut-être même à Caïn et Abel, si vous voulez. Pensez à un homme et une femme. Pensez au fait que on n'est pas dans une parole de Dieu qui d'abord arrive à Moshe comme étant un surhomme, et de Moshe qui est un surhomme, qui est capable d'entendre, il va la rendre un peu plus humaine. Lui, ensuite, va la transmettre aux hommes. Donc, on a ici, on va dire, différents niveaux, de manière à ce que cette parole puisse, à fur et à mesure, s'humaniser. Pour que Moshe puisse entendre cette parole, il faut déjà qu'elle passe par un objet qui représente l'humain. Autrement, même Moshe, évidemment, ne pourrait pas l'entendre. Et on va le dire un peu différemment. Moshe n'est rien d'autre que ce que doit être l'humain, ce que pourrait être n'importe quel être humain. Aussi grand, aussi extraordinaire soit-il, c'est ce à quoi l'humain est capable d'arriver quand il est vraiment homme. Donc, la parole qu'entend Moshe, c'est une parole qui est effectivement prévue pour être entendue par l'homme. Maintenant, on nous dit encore autre chose, c'est une parole qui se parle. Vaishma et Akol midaber elav. La voix se parle. Donc, ce n'est pas une voix qui est adressée, la voix qui sort d'un endroit pour arriver chez quelqu'un d'autre. Moshe est témoin d'une parole interne, une parole qui est tournée vers elle-même de certaine façon, et il l'entend. Et c'est cette parole intérieure qu'il entend qu'il peut ensuite transmettre. Donc ça, Vaïdaber Elav. Ce Vaïdaber Elav qu'on verra tout le temps dans toute la Torah nous est présenté ici comme étant équivalent en vérité au Midaber Elav. Donc dans le même verset, on commence par Midaber, on dit Vaïdaber à la fin, pour dire que chaque fois que tu vas entendre Vaïdaber, en fait c'est un Midaber que Moshe entend, et une fois qu'il l'a entendu, il peut le transmettre. C'est une parole absolue, c'est une parole toujours vraie, ce n'est pas une parole circonstanciée en fonction de la personne, du temps, du moment, etc., etc. C'est une parole de Dieu en lui-même que l'homme est capable d'entendre lorsqu'elle est entre les humains, lorsque les humains sont face à face,
C'est à l'intérieur des hommes que la parole d'Hachem trouve sa place et qu'ensuite elle peut être transmise. Pourquoi est-ce que c'est ici que c'est dit? Donc je le répète, parce que le sujet qui précède, c'est exactement cela. En quoi les béné Israël, pas les Kohanim, même pas les Lévi'im, en quoi les béné Israël sont Kérouvim eux-mêmes. Ils sont eux-mêmes les lieux de la présence d'Hachem en ayant offert les différentes charrettes, en ayant offert les différents réceptacles, en ayant offert les Lévi'im eux-mêmes, en quoi ils veulent devenir le lieu de la présence d'Hachem. Quand eux veulent devenir le lieu de la présence d'Hachem, la parole d'Hachem peut sortir. Maintenant qu'on a lu cela, on a vu comment la Chanukata Mizbeach, de la part des enfants d'Israël, donc cette Chanukata Mizbeach populaire, au sens grossier du terme populaire, hein, cette nationale si vous voulez, et pas celle des Kohanim, donc cette Chanukata Mizbeach populaire, qui trouve sa place complètement dans les préparatifs du départ des enfants d'Israël du Sinaï, en ce sens, comment faire en sorte qu'on soit le réceptacle du divin, en quoi cette Chanukata Mizbeach trouve très bien sa place, en quoi ce pasouk là également, de la parole d'Hachem à Moshe à l'intérieur des enfants d'Israël, finalement, trouve sa place. Alors, une fois qu'on a vu cela, on va revenir au fameux texte du début de Béalotra. Il ne reste pas beaucoup de temps, c'est bien dommage. On va relire le texte. On a parlé de l'importance des bénis Israël qui sont le lieu de la parole d'Hachem, le lieu de la présence d'Hachem et de Moshe qui entend cette parole-là, qui se parle à elle-même. Avec d'abord Hachem el Moshe les morts, et Hachem a parlé à Moshe, on a expliqué que ça a tout à fait sa place en vérité, puisqu'il s'agit de ce qui s'est passé le jour, là aussi, de la Chanukata Mizbeach. C'est le même moment. Hachem a rajouté, quand tu vas allumer les nérotes, El moul pene amenora yoiru shivat hanerot. C'est vis-à-vis de la menorah que les lumières vont éclairer. Je pense que vous avez tous compris le lien qu'il y a avec le texte précédent. On voit Aaron placé on l'imagine devant la menorah comme Moshe était devant le Aaron à Edout. Donc on a les deux personnages, Aaron, Moshe. On a deux objets, Aaron et menorah. Et on va avoir un petit peu la même chose qui se produit. L'un qui vient pour écouter une parole, l'autre qui vient pour mettre en place une lumière, que ça éclaire. Et dans les deux cas, on a quelque chose, une sorte d'auto-éclairage, de parole à soi-même. L'homme vient pour participer à quelque chose et il vient profiter, c'est peut-être pas le bon terme, il vient recevoir, il vient entendre, il vient accueillir quelque chose qui, avant tout, est tourné vers lui-même. Je viens tirer quelque chose d'infini même, hein, d'une parole intérieure, d'une lumière intérieure. La lumière de la menorah n'est pas tournée vers l'homme, comme la parole d'Hachem n'est pas tournée vers l'homme. Et pourtant, c'est en étant tournée vers elle-même que cette parole d'Hachem arrive à l'homme. Et c'est cette lumière qui est tournée vers elle-même qui va éclairer le Mishkan. Peut-être que c'est pour cela également que on rappelle cette fabrication de la menorah. Pourquoi l'avoir rappelé ici? On l'avait déjà dit pourquoi c'est ici. On a expliqué pourquoi est-ce qu'on parle maintenant de la manière d'allumer. Pourquoi? Parce qu'on est au moment de la réalisation. Mais pourquoi rappeler la menorah elle-même? Parce que si la menorah n'était qu'un objet utilitaire pour éclairer à l'extérieur, ce qui est l'objet d'un chandelier, donc l'intérêt, la fonction, pas l'intérêt, la fonction de cet objet, c'est de servir à ce qui est extérieur à soi, donc c'est juste un support pour la lumière, et bien évidemment, la forme de ce support n'a strictement aucune importance, les détails de ce support n'ont strictement aucune importance. Et la façon de fabriquer le support a plus forte raison. Il faut juste que ce soit utilitaire, que ce soit fonctionnel, que ce soit stable, et sans plus. Alors, et aussi que ce soit beau, pourquoi pas, pour ne pas que ça dénote et que ça dérange. Mais ça n'est pas la fonction première. Or, au même endroit où on nous dit que la lumière de la menorah est tournée vers la menorah elle-même, ça nous oblige à regarder la menorah. Que l'objet de la menorah, c'est la menorah. Eh bien, on comprend très bien, ça va complètement ensemble, c'est vraiment la même idée d'une certaine façon, que la menorah, elle est miksha, elle est d'un seul bloc. Même sa lumière, elle fait partie quasiment de ce bloc-là. Tout est en elle. Ce ne sont pas des éléments séparés qui pourraient servir à autre chose, qui sont là pour autre chose.
C'est quelque chose qui est entièrement tourné dans lui-même. Et le fait même qu'il y ait autant de petits détails, un socle sur lequel on insiste, des pommeaux, etc., c'est bien la preuve que le sens de la menorah est à regarder dans la menorah elle-même et pas dans ce à quoi elle sert. La menorah est là pour elle-même avant tout. Et donc, la lumière se tourne vers elle, et en se tournant vers elle, je vais voir ces pommeaux, je vais voir ces fleurs, je vais voir ces coupes, je vais voir à travers la manière dont c'est fabriqué que ça n'a pas été soudé et que tout ça c'est un seul bloc et que ça représente quelque chose. Alors, évidemment, maintenant on ne va pas entrer sur la représentation, vous aurez compris que c'est l'idée de quelque chose qui est entier d'une part, qui est total également, qui représente une sorte d'entité complète dans la menorah, et dont on ne veut surtout pas, un, que ce soit composé d'éléments différents, et deux, que ça serve à autre chose qu'à soi-même. Mais la parole d'Hachem, c'est quelque chose qui est tout à fait comparable, et vous remarquerez que l'autre objet qui est Miksha, comme par hasard, ce sont justement les deux kérouvim. Les deux kérouvim entre lesquels la parole d'Hachem va sortir sont eux aussi Miksha, comme la menorah ici. Et eux aussi sont l'objet de quelque chose qui est intérieur. Et l'idée de la lumière et l'idée de la parole, évidemment, sont des choses qui sont très, très, très souvent rapprochées. La lumière qui renvoie à l'intelligence, la parole qui est le support de cette intelligence, ce qui permet de transmettre cette intelligence. Ici, je fais qu'à peine effleurer les idées, mais vous aurez compris qu'on est dans des idées qui sont très proches et qui se complètent très, 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 très bien. Eh bien, voilà ce que doit faire Aaron en entrant dans le Mishkan. Les Nessim, eux, sont le lieu de la présence d'Hachem, ils représentent le peuple d'Israël qui reçoit. Moshe rentre et ne reçoit la parole que parce qu'Hachem parle à l'intérieur des enfants d'Israël, que parce qu'Hachem parle en lui-même, parce que les bénis Israël sont présents, pas parce que Moshe est là. Moshe n'est là que pour recevoir cette parole d'Hachem, qui est à l'intérieur des bénis Israël. La menorah elle-même, elle n'est claire qu'elle-même, et Aaron assiste à cela. Et j'aurais aimé, vraiment très rapidement, citer maintenant seulement le fameux Midrash qui est très, très, très souvent rapporté, que Rashi rapporte de manière très concise, et sur lequel il y a eu beaucoup, beaucoup de questions sur le Midrash, parce qu'il paraît assez incompréhensible au premier abord. Donc, beaucoup d'explications ont été données, à tel point que j'en crois d'ailleurs que l'explication est écrite dans le Midrash. Très rapidement, Rashi rapporte ça. Il dit que Aaron, pourquoi? Alors, une question de Smichut, hein, c'est ma question de départ. Qu'est-ce que vient faire ce texte-là ici? Réponse du Midrash. Quand Aaron a assisté à tout ce qu'ont fait les Nessim, Khalsha Dato, dit Rashi, on ne trouve aucun Midrash qui utilise cette expression, mais en tout cas l'idée elle est là-bas, qu'il était mal à l'aise, il était gêné, il était frustré à Aaron, voyant que les Nessim offraient des sacrifices, etc. Et lui, non, rien. Midrash va même préciser, lui en tant que prince de Lévi. Ça rejoint à ce qu'on a dit, c'est que la première fois ici qu'on voit que les Lévim sont mis à part et que les tribus d'Israël se constituent sans les Lévim. Et ça, Aaron, il a été touché, pas simplement parce qu'il était mis à part, mais parce que surtout, le Midrash va dire comme cela, que Rashi ne rapporte pas, mais surtout que lui n'ait pas eu sa propre part dans cette inauguration. On a construit un Mishkan, il faut maintenant inaugurer, et moi je n'inaugure pas, donc je n'existe pas, donc je ne fais pas partie du peuple. Et si on complète par rapport à ce qu'on a dit précédemment, Hachem est présent à l'intérieur des bénis Israël. C'est ça que représente le Hanoukat HaMizbeach, c'est que les bénis Israël, les Nessim, les bénis Israël représentent cette volonté d'être un réceptacle du divin. Et nous alors, les Lévim, nous non. On a un sentiment qu'on n'existe pas. On est là pour servir à l'intérieur, mais on n'est pas un élément même de ce Mishkan-là. Et donc Hachem qui répond à cette frustration de Aaron en lui disant, mais Shelcha Gadol Mishelahem, toi tu as reçu mieux qu'eux, puisque tu vas allumer la menorah. Et dans le Midrash, on cite clairement le pasouk, parce que pour toi, El Moul Pene Amenorah Yerushalayim, c'est vers la menorah elle-même que éclaireront. Et c'est plus grand parce que même les sacrifices s'arrêteront et ça ne s'arrêtera pas. Alors là, c'est très difficile. Pourquoi est-ce qu'Hachem n'a pas répondu à Aaron, mais toi tu vas offrir des corbanotes tous les jours, toi tu vas offrir la kétoret tous les jours, toi tu vas offrir le lechem apanim. Ce qu'ont les kohanim, c'est bien plus important que simplement l'image de la menorah. Et non seulement qu'on a du mal à imaginer à Aaron qu'il soit frustré, mais c'est plutôt l'inverse qui est vrai. C'est que les bénis Israël, voyant la grandeur qui a été donnée aux Kohanim, les privilèges qui ont été donnés aux Kohanim, les vêtements qui ont été donnés aux Kohanim, que ce soit les seuls qui aient la possibilité d'offrir les corbanotes, se sont sentis un petit peu frustrés, alors on leur a dit, vous allez offrir des petits cadeaux, merci beaucoup. C'est exactement le contraire, c'est-à-dire c'est une autre consolation ce qu'ils ont fait les bénis Israël par rapport aux Kohanim. Les Kohanim, c'est eux les personnages essentiels dans cette affaire-là. Et là, tout d'un coup, le petit cadeau des Nessim par rapport à l'extraordinaire privilège des Kohanim sont les Kohanim qui sont gênés. Et pourquoi nous, on n'offre pas? C'est qu'en fait, il s'agit de deux fonctions qui n'ont rien à voir. Un Kohen à l'intérieur du Mishkan
est un élément du Mishkan. Il n'existe pas en tant que tel. Son individualité n'existe pas, sa tribu n'existe pas. On l'avait déjà dit, ça explique pourquoi les problèmes des moumim, etc. Les Kohen effacent toute personnalité. Ils sont loin comme un objet loin. Les Lévim ont disparu d'une certaine façon, les Kohanim ont complètement disparu, ils deviennent un objet du Mishkan. Et ça gêne. Un autre aspect qui peut gêner, c'est le rapport aux politiques. Il n'y a plus de nasi. La nation va être dirigée, gérer la société, c'est une fonction extraordinaire que n'ont pas le droit de faire les Kohanim. Les Kohanim devront être à l'intérieur du peuple, pardon, à l'intérieur du Mishkan. En étant à l'intérieur du Mishkan, ils s'effacent en tant qu'élément du peuple. Et ça dérange. Réponse, ça ne peut pas être les corbanotes. Les corbanotes sont, encore une fois, que l'expression du fait qu'ils sont un élément du Mishkan. La réponse, ça va être l'allumage de la menorah. Et là, c'est plus difficile à comprendre. Pourquoi l'allumage de la menorah? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier? Parce que ça durera tout le temps. Le Ramban va proposer une explication. Il dit de quel allumage de la menorah on parle? On parle de seul allumage de la menorah qui va durer après la destruction de Beth Amikdash. C'est une image de la menorah symbolique qui va se faire par les descendants d'Aaron à travers la fête de Hanouka. C'est extrêmement intéressant de voir cela, surtout qu'on parle du Hanouka juste avant. Le Hanouka apparaît dans le texte précédent, la Hanouka Tamizbeach. Le lien entre Hanouka et l'allumage de la menorah, il est clair ici dans le texte, en termes de juxtaposition, c'est quand même assez surprenant. Donc ça se produira des siècles et des siècles plus tard. Mais mieux que cela, puisque ce sont les Kohanim qui vont justement être des Nessi'im, ils vont devenir un Nassi, ils vont devenir prince, ils vont devenir chef, à travers la fête de Hanouka, à travers l'histoire de Hanouka. Donc l'allumage de la menorah va devenir l'expression de la Hanouka Tamizbeach à l'époque de Hanouka et l'expression du politique à l'époque de Hanouka. Ce qui veut dire tout ce qu'on vient de dire dans le texte précédent. Donc ça fonctionnerait très bien, effectivement, si c'est ça le sens de ce métrage, ce serait un métrage vraiment incroyable, qui nous dirait ce que Aaron a ressenti, Hachem lui a dit, viendra un jour où le rôle qu'ont joué des Nessim au sens propre, c'est-à-dire d'inaugurer le Misbéach, d'être ceux qui mettent le Misbéach en place, et d'être Nassi, d'être dans le rapport aux politiques, d'être ceux qui dirigent la nation, ce sont des Kohanim qui vont jouer ce rôle-là. Hanouka, et le mot Hanouka apparaît dans l'histoire. C'est quand même assez incroyable. Donc, ça me paraît difficile, évidemment, de lire cela dans du chat, à moins qu'on dise que la Torah est clairement écrite avec cette vision d'avenir. C'est l'opinion clairement du Ramban. Il revient plusieurs fois là-dessus, en disant par exemple que Maaseh Avot Siman Labanim, que les histoires qui arrivent aux ancêtres, c'est une sorte de signe, mais le mot signe, c'est une mauvaise traduction. C'est une préfiguration de ce que vont vivre les descendants et que la Torah est écrite clairement en fonction du futur. Donc, si on n'a pas cette lecture-là, comment est-ce qu'on comprend cette juxtaposition, cette suite? Là, vous verrez qu'on a eu les Nessim et Moshe Rabbeinu, Aaron et les Lévim. C'est dans cet ordre-là que la Torah est écrite, le rôle que chacun va prendre à l'intérieur. Et dans chacun de ces rôles-là, ce qui est important, ce n'est pas la avoda elle-même, au sens où on l'a entendu précédemment dans la Torah, dans le livre de Vaïkra, c'est-à-dire les korbanot. Vaïkra, Moshe l'a appelé Adam qui akriv mikem, c'était toute l'idée des korbanot et ensuite celle des mitzvot, etc. La seule avoda dont on a parlé ici, c'est l'avoda des Lévim, qui est celle du transport. Ce dont on parle ici, ce n'est pas la avoda interne au Mishkan et au Misbéach, etc. C'est, je l'ai dit tout à l'heure, comment être capable de gérer ça ensuite. Comment permettre que ça perdure. Et là aussi, on ne parle pas de la mitzvah d'allumer la menorah en vérité. Et ce qu'a dit le Ramban fonctionnerait très bien si on avait ici, et c'est comme ça, on a l'impression que le Ramban l'a presque lu, hein, ça me paraît quand même assez surprenant, comme si la mitzvah était d'allumer la menorah. Or, ce n'est pas cela dont on parle ici. La mitzvah d'allumer la menorah, on l'avait déjà dit. Dans ce cas-là, au contraire, on aurait posé la question pourquoi est-ce que c'est répété. On parle de la manière d'allumer la menorah. Ce n'est pas la mitzvah elle-même. Donc, on n'est pas dans ce qui est avoda. Ce qui est avoda, c'était Sefer Vaïkra. On n'est pas dans la construction, c'est Sefer Shemot. On est comment permettre, est-ce que cela dure? Comment faire en sorte que l'homme soit celui qui puisse permettre à ce que cette présence perdure? Et la réponse pour les Nessim, c'est de vouloir être un réceptacle pour Hachem. Il ne suffit pas qu'Hachem descende, il ne suffit pas de Mishkan, il faut avoir envie de transporter cela avec soi et de savoir que Hachem il est sur mes épaules d'une certaine façon. Moi, les bénis Israël et pas les Kohanim, je ne peux pas me remettre ça sur les Kohanim, ça dépend de moi, le peuple d'Israël. Que les Lévim, ils sont là pour ça. Et le Kohen ici, dans la façon d'allumer aussi, il doit comprendre que pour que la présence d'Hachem perdure, il y a une chose qui est essentielle. C'est vraiment le sujet profond. Comment faire qu'il y ait présence, comment faire qu'il y ait ici
une place à Dieu. Si j'ai compris que le but du Mishkan, c'est de faire de la lumière pour Dieu, même de manière symbolique, bien évidemment. Personne n'imagine que Dieu a besoin de cette lumière-là. Mais si j'ai l'impression que c'est à cela que sert le Mishkan, à faire une représentation d'une maison de Dieu pour Dieu, que c'est Dieu qui mange les sacrifices, que c'est Dieu qui a besoin de cette lumière, que c'est Dieu qui a besoin de ce pain-là, eh bien c'est sûr que Dieu ne sera jamais présent dans ce Mishkan-là. Pour qu'Hachem soit présent dans ce Mishkan, il faut que cette tension qui sera tout le temps insoluble, qui pose problème depuis le départ et qui nous est posée comme telle, mais qui n'aura jamais de solution en vérité logique. Hachem, qui est infini, vit à l'intérieur de quelque chose qui est limité, qui est humain. C'est comme ça que depuis le départ, on pose le Mishkan. Quelque chose qui est incompréhensible. Mais si la façon de le comprendre, c'est de dire qu'il y a une forme de matérialisation de Dieu qui va permettre cela, ou bien l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, on va passer par un homme qui s'appelle Moshe qui va permettre cela. On va passer par quelque chose qui est une forme de cristallisation de Dieu, d'incarnation de Dieu, de matérialisation de Dieu, de ce que vous voulez, etc., pour réussir à faire en sorte que Dieu soit parmi les hommes. Alors Hachem ne sera certainement pas présent dans ce Mishkan-là. Pour qu'Hachem soit présent dans ce Mishkan, il faut que l'homme joue son rôle en tant qu'homme, qu'il soit Kérouvim, qu'il soit cette charrette, qu'il soit ce Lévi, qu'il soit ce Cohen, qu'il soit ce Moshe, qui joue son rôle d'homme, qu'il soit ce Cohen qui vient allumer, bien sûr, mais qu'en même temps, ils comprennent que jamais ce qu'il fait sert à Dieu. Et que c'est l'inverse qui est vrai. C'est que ce que je fais, c'est pour moi. Le Midrash va dire très bien, est-ce que Dieu a besoin de la lumière des enfants d'Israël? Mais c'est eux qui ont marché à sa lumière pendant 40 ans. C'est lui qui a créé les luminaires. L'allumage de la menorah nous sert à nous. Quand j'ai dit tout à l'heure que la menorah, elle s'auto-éclaire, alors on s'imaginait qu'elle s'éclaire pour elle-même, mais elle-même, c'est nous. Quand la parole d'Hachem, elle se parle en elle, c'est-à-dire à l'intérieur de nous, puisque nous sommes nous les kérouvim. C'est en nous que ça se passe. C'est en nous que ça se produit. C'est certainement pas nous qui allons faire quelque chose pour Dieu. Si nous sommes à la hauteur d'être un Mishkan, d'être ces kérouvim, d'être cette menorah qui est Miksha, avec une lumière qui se tourne vers nous-mêmes, que la lumière que nous apportons, c'est pour nous-mêmes, il a écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il a multiplié les mitzvot. Pourquoi Hachem irba lahem Torah ou mitzvot? Pourquoi Hachem a multiplié la Torah et les mitzvot? Et là, les akot. Les akot, ça veut dire purifier, et à la fois, ça veut dire donner du mérite. Hachem, il n'a pas multiplié les mitzvot, parce que plus on fait des mitzvot, plus on lui fait plaisir. Certainement pas. Et plus il voit à quel point on se soumet, on se contrit, on fait des efforts pour lui, et que ça prouve à quel point on adore ce Dieu-là et qu'on est prêt à tout pour lui, et que ça le grandit par là. Pas du tout. Plus Hachem nous donne des mitzvot, c'est plus comme quelqu'un qui travaille ces métaux, qui travaille l'or et qui essaie de la purifier et qui la fait chauffer un peu plus et encore un peu plus pour enlever toutes les scories. Eh bien, les mitzvot servent à nous. C'est à l'intérieur de nous que ça se produit. Si à l'intérieur de nous, la lumière de la menorah nous éclaire, la parole d'Hachem entre, elle est toujours intérieure, et nous sommes là conscients qu'on ne fait jamais rien pour Dieu, mais en faisant les choses parce que nous, ça nous rend du bien, nous, ça nous rend meilleurs, alors là, la présence d'Hachem est en nous. Hachem est à l'intérieur des hommes qui sont capables de grandir, de s'élever, et par là de porter la présence d'Akadosh Baruch Hu. Voilà. Si vous avez quelques questions, je vous écoute. J'ai pas compris, Rémi. Mon gars, t'as raison. Voilà, donc pas de questions, c'est bon. Alors sur ce, je vous souhaite Shabbat Shalom.